Bon, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion du Conseil municipal de Montréal du mois de juin. Welcome everybody to the council meeting of June 9th of Montréal's council. Thank you everybody for being here this evening. I'd just like to announce that this is most probably the last time we are going to do a Zoom meeting, and hopefully for a long time. So the July meeting, if everything holds, will be live at Bellevue Chalet. Donc, on espère que ça va être le dernier meeting Zoom qu'on est obligé de faire. On tombe en zone jaune à partir de vendredi. Donc, la prochaine réunion, si tout va bien, va être au Chalet Bellevue au mois de juillet. Donc, merci encore tout le monde d'être là. Et on débute la série. Donc, membres du conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Oui. Est-ce qu'il y a des changements et corrections? Non. 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 Monsieur le maire, est-ce que vous proposez? Oui, je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 12 mai. Moi, j'ai pris connaissance de la séance, de procès verbal de la séance ordinaire. Est-ce qu'il y a des modifications ou corrections? Non. Madame Cossette, est-ce que vous proposez l'adoption? Oui. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. 3.2, procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 18 mai 2021. Moi, on a pris connaissance du procès verbal. Y a-t-il des commentaires corrections? Non, pas pour moi. Non. Pas pour moi. Monsieur Doré, est-ce que vous proposez? Oui, je propose. Si, on est d'accord. Oui. 4.1, rapport mensuel sur le suivi des dossiers, c'est pour dépôt. Rapport, point 4.2, rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués. Est-ce des questions? Non. Non. 5.1, bordereau de dépenses. Monsieur le maire. Oui, j'ai revu le bordereau des dépenses du 1er au 31 mai 2021 qui s'élève à 660 217 et 0 sous. Et j'en recommande l'adoption. Parfait. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On est rendu à l'état des activités financières. Monsieur Lépine, commentaire. Oui, alors, donc, je dépose au Conseil l'état des activités financières de la municipalité au 31 mai 2021. On en est donc à 5 mois de fait dans l'exercice financier en cours. 36% des dépenses budgétées ont été exécutées jusqu'à maintenant. Donc, il y a une très bonne discipline de l'ensemble des services municipaux. On est en droite ligne avec les éléments budgétaires. On annonce également, en fait, une autre très bonne année au niveau des revenus provenant des droits de mutation immobilière. On a 3 mois d'entrée actuellement au livre de la municipalité et comparativement à la même période l'an dernier, on est plus de 2 fois en avance sur les revenus de l'an dernier à ce chapitre-là. Autre remarque intéressante, les états financiers en cours. Alors, on a fait le bilan des coûts du déneigement pour l'hiver 2020-2021 comparativement à l'hiver 2019-2020. Alors, l'hiver qui vient de se terminer a coûté 200 000 de moins que l'hiver précédent. Alors, c'est une autre excellente nouvelle pour les finances de Ouais. c'est le moral des jours. On va continuer à suivre le budget de proche à chaque mois. S'il y a quoi que ce soit, on va l'annoncer à la réunion du conseil. 5.4.1, dépôt, attestation du secrétaire trésorier sur le rapport financier 2020. Alors, M. le maire, je vais déposer une série de documents en lien avec les finances de la ville pour l'exercice financier 2020. Tout d'abord, je dépose mon rapport à titre de secrétaire trésorier dans lequel j'atteste la véracité du rapport financier de la municipalité pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. C'est déposé. 5.4.2, c'est le dépôt du rapport des vérificateurs 2020. Oui, alors je dépose effectivement le rapport des vérificateurs également pour l'exercice financier qui se termine le 31 décembre 2020. Alors, dans ce rapport qui est en 2 parties, on retrouve le suivi sur les lacunes et déficiences relevées lors de l'audit de l'exercice financier 2019 et dans la deuxième partie, les lacunes et déficiences relevées
dans l'exercice financier 2020. On va en parler dans quelques minutes. Tous ces documents vont être disponibles sur le site web ou ceux qui sont adoptés par le conseil municipal. Exact. En fait, donc, on va aller à ce qui nous intéresse le plus, 5.4.3, l'adoption du rapport financier 2020, sur lequel vous allez partager votre écran. On va faire une brève présentation sur le rapport financier pour vous expliquer un peu les finances de l'année. Avant de débuter, permettez-moi de d'abord officiellement déposer le rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. J'ai également à vous déposer le sommaire de l'information financière, les autres renseignements financiers non audités, qui sont maintenant des rapports officiels, les données prévisionnelles non auditées pour l'exercice en cours et finalement le rapport sur le taux global de taxation réelle pour l'exercice financier 2020. Voulez-vous qu'on fasse la proposition avant de débuter votre présentation? Oui. Monsieur Le Maire, est-ce que vous proposez l'adoption des états financiers? Oui, je propose l'adoption. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Yep. Thank you. Madame Anne-Pétisson, si Oui. vous voulez me permettre de partager. Monsieur Lépine va faire une présentation concernant les états financiers. Alors, voilà. Alors, on va y aller d'abord pour notre rapport financier avec les faits saillants. Donc, je vais essayer de faire ressortir parce qu'il y a beaucoup d'informations, comme vous en doutez bien, dans le rapport financier de la municipalité. C'est un rapport de plus d'une centaine de pages. Ce qui a marqué l'exercice financier 2020, tout d'abord, ce sont des revenus en hausse de 12 par rapport à 2019. Alors, pourquoi on a des revenus en hausse de 12 par rapport à 2019? Tout d'abord, les revenus provenant des droits de mutation immobilière se sont chiffrés à 1,3 million de dollars par rapport à 808 000 en 2019. Et je peux même rajouter que donc on a récolté 1,3 million de dollars de revenus de mutation immobilière. C'est pratiquement 2 fois ce que nous avions budgété dans le budget 2020 également. On avait budgété à peu près 700 000 escompté 700 000 de revenus de mutation. Donc, ça a une incidence assez importante sur les résultats financiers de la Ville. Il y a également un transfert financier du gouvernement du Québec en lien avec la COVID-19. C'est une aide financière non récurrente qui était non prévue, qui est venue ajouter 375 000 dans les revenus de la Ville. Évidemment, et comme beaucoup de gens le savent déjà, il y a un marché immobilier qui est en pleine effervescence. Et ça a été véritablement une surprise parce que si on se reporte à il y a 1 an, jour pour jour, on n'était pas dans un scénario qui est celui qu'on vous présente ce soir. Autre élément, il y a eu un record de 85 nouvelles constructions à Montréal en 2020, combiné avec un marché de revente qui est très, très actif. Évidemment, ça génère encore là des revenus de mutation, des revenus sur les permis, et ça a une incidence naturellement positive sur les finances de la Ville. On le voit, les revenus de la taxe foncière générale ont été plus élevés de 200 000 comparativement à l'exercice financier 2019. Autre élément dans les faits saillants, les dépenses. Elles ont été de 400 000 moins élevées que ce qui était prévu au budget 2020. Et donc, on a un résultat là, qui est un surplus pour la municipalité en 2020 de 1 422 881 $. Autre fait saillant à souligner dans les états financiers de la municipalité, on note une amélioration importante de l'état de la trésorerie, donc des liquidités de la municipalité avec des flux qui sont nettement positifs. On va le voir rapidement tout à l'heure dans un tableau qui a été préparé. La dette nette à la charge des contribuables, elle est en baisse, en légère baisse, donc de 1,5 million de dollars. Et évidemment, il y a une reprise économique nettement favorable, combinée à la prudence et à la rigueur dans la gestion des dépenses qui explique les résultats présentés ce soir.
Autres éléments, les fonds de la municipalité donc, sont relativement en bonne santé. On en a quelques-uns qui servent à financer soit des investissements ou diverses dépenses dans les programmes de la municipalité. On a une réserve de gestion des matières résiduelles aussi qui est en très, très bonne condition financière également. Alors, maintenant, si on passe au sommaire des résultats. Donc, pour l'année 2020, la municipalité a enregistré des revenus de 11 603 145 $. Ça combine le fonctionnement et l'investissement. Au niveau des charges, donc c'est-à-dire des dépenses, la municipalité enregistre 10 424 628 $. On va voir un petit peu plus bas que de ce montant-là, on doit retirer l'amortissement des immobilisations pour faire le solde final de la municipalité. Donc, si on retire les revenus d'investissement, on a un excédent de fonctionnement avant la conciliation avec les fins fiscales de 1,1 million. Donc, il y a beaucoup d'éléments techniques, là, je le reconnais, mais les états financiers sont préparés suivant les principes comptables généralement reconnus dans le domaine public municipal. Donc, avant d'arriver aux chiffres magiques, on doit ajouter et retirer certains éléments de conciliation à des fins fiscales. Donc, on parlait tout à l'heure de l'amortissement des immobilisations. Donc, pour 1,6 million, il y a du financement à long terme d'activités de fonctionnement. Donc, on parle ici du fonds de roulement, le remboursement de la dette à long terme de la municipalité, des affectations. Et donc, on a une correction positive de 320 956 $ dans les éléments de conciliation des fins fiscales. C'est ce qui nous donne donc un excédent de fonctionnement de 1,4 million de $. Si on compare à 2019, l'an dernier, on était à 375 000 et je me permettrais d'ajouter qu'en 2018, on était à 17 000. Donc, l'augmentation, elle est quand même très importante pour le moins dire. Tout à l'heure, je vous ai parlé des éléments liés à la trésorerie ou aux liquidités ou à l'état des liquidités de la municipalité. Bien, on en a un très bel exemple ici dans ce tableau-là, dans les actifs financiers. Donc, au 31 décembre 2019, dans les comptes de la municipalité, il y avait 682 045 $. Au 31 décembre 2020, on en était plutôt à plus de 2 millions de dollars. On a par la suite des comptes débiteurs. Donc, ça, ce sont des gens ou des personnes qui doivent de l'argent à la municipalité. Et vous avez là un portrait des actifs financiers en 2020 qui est nettement supérieur à ce qu'il était en 2019. Évidemment, dans les états financiers, on va retrouver donc des éléments de passifs. Et essentiellement, le passif à la municipalité, c'est la dette à long terme. Et il y a quelques éléments là, liés au compte à payer de la municipalité au 31 décembre 2020. On comprend que les états financiers aussi, c'est une photo qu'on prend au 31 décembre de chaque année. Alors, on a des activités dans la dette nette de la municipalité dont on parlait tout à l'heure. Vous avez la raison pour laquelle je vous disais qu'elle a baissé d'environ 550 000 $ par année. Alors, en 2019, elle était à 10,7 millions de dollars. Et cette année, donc, c'est-à-dire au 31 décembre 2020, à 10,1 millions de dollars. On a par la suite des actifs financiers. Encore là, si les gens sont intéressés à poser des questions plus précises, ça nous fera plaisir de répondre. On a un excédent accumulé donc, de 24,4 millions de dollars. C'est la valeur de l'ensemble des possessions de la municipalité. Maintenant, autre élément intéressant dans le tableau qui suit, c'est l'excédent de fonctionnement non affecté. Donc, dans le jargon courant, on parle du surplus disponible donc à la municipalité pour soit des investissements ou d'autres dépenses. Là encore, la différence avec 2019 elle est assez frappante. On était à 392 831 en 2019 et au 31 décembre 2020 à 1,8 million de dollars. On comprend que c'est le surplus que l'on déclare aujourd'hui qui vient gonfler les coffres de la municipalité. Et il y a certains éléments là, que l'on retrouve ici, encore là, dans des fonds
le fonds de la bibliothèque, on appelle communément le fonds Charlebois, il y a 30 206 $. Il y a le fonds électoral à 28 709 pour lequel on a ajouté dans le budget de cette année un certain montant parce qu'on est en une année électorale. Et donc, les fonds et réserves de la municipalité aussi s'en ressentent très bien positivement. Vous allez retrouver dans le rapport financier, évidemment, des éléments liés à l'endettement total net à long terme de la municipalité. Donc, au total, au 31 décembre 2020, on en était à 13,4 millions de $. Et dans la ligne d'en dessous, vous retrouvez le chiffre de 14,3 millions de $. Donc, on y ajoute la part de la municipalité sur la dette de la MLC. Donc, nous sommes membres. Finalement, rapidement, au niveau des revenus de la municipalité, là, encore une fois, et c'est assez constant pour la municipalité, la très grande partie des revenus de la municipalité provient des taxes, de la taxe foncière, donc en général. Vous remarquerez qu'un petit peu plus bas, à la rubrique transfert, donc une augmentation assez importante entre ce qui était budgété et ce qui a été réalisé. C'est là que vous retrouvez la somme de 375 000 $ de l'aide financière non récurrente du gouvernement du Québec pour le COVID-19. Ça se retrouve là. Au niveau des revenus pour services rendus, il y a une augmentation en fait assez importante par rapport à ce qui a été budgété. De toute évidence, les gens ont beaucoup skié l'hiver dernier et ça s'est ressenti très positivement dans les revenus de la municipalité. Et dans la ligne d'en dessous, ben là, vous voyez un écart assez important. C'est là qu'on retrouve les revenus provenant des droits de mutation immobilière. Et vous avez là, donc, le portrait des revenus de fonctionnement de la municipalité là, à 11,5 millions de $. Vous avez en dessous des revenus dans le budget, qui proviennent du budget d'investissement. Là-dessus, le montant n'est pas très élevé. On comprend qu'il y a des montants qui vont venir dans l'exercice financier 2021 au fur et à mesure que le ministère des Finances va nous transmettre le résultat des appels d'offres et du financement de règlement d'emprunt. Et enfin, on termine avec les dépenses. Donc, les dépenses qui, comme je le disais tout à l'heure, ont été de 400 000 $ de moins que ce qui avait été budgété. Résultat, évidemment, d'une bonne discipline, une certaine rigueur, je voudrais dire. On savait qu'on était dans une période qui allait être plutôt difficile avec la pandémie. Et il y a eu une collaboration donc, générale des services. Là, il est possible que le plan-là est gelé. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, en gros, je vais tenter de résumer. Là. Quelques secondes. Je pense que le temps ici, en fait, ça fait essentiellement le tour là, du rapport financier 2020. Ouais. Je pense que ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il y a un surplus de fonctionnement de 1,4 million cette année. C'est un des plus gros surplus, sinon le plus gros surplus que la municipalité n'a jamais eu. C'est important de dire que c'est à cause de la pandémie. Il y a des sommes qui sont non récurrentes, comme la subvention du gouvernement qui ne reviendra pas. Et on ne croit pas également que le boom immobilier va continuer à plus jamais dans la municipalité. Je ne sais pas si les gens nous entendent ou non. JP, oui. Est-ce que tu nous entends présentement? Oui. OK, parfait. Nous autres, notre écran ici, on ne voit pas grand-chose. Je présume que les gens nous écoutent et nous entendent. Moi, j'aimerais remercier toute l'équipe de l'administration ici, M. Lépine, M. Grenier et toute leur équipe pour tout le bon travail qu'ils ont fait pour les états financiers. On a eu
Des très bons commentaires des vérificateurs quant à la collaboration de la municipalité. Tous les chiffres ont été fournis rapidement. Toutes les corrections demandées ont été faites. Et puis, ça laisse un bon portrait de la situation financière de la municipalité. Les vérificateurs qui font Moornight, ils font plusieurs municipalités alentour, c'est Amiens, Julia. Ils ont vraiment souligné la belle collaboration de l'équipe ici. Donc, merci à toute l'équipe. Le prochain budget 2022, les gens qui vont faire le prochain budget 2022, ils vont avoir un beau portrait financier pour commencer le prochain mandat. C'est des bonnes nouvelles sur toute la ligne pour les investissements municipaux. Donc, on va aller, là, on avait déjà adopté le rapport financier 2020, donc on va aller à 5.4.4. Vote par correspondance pour les personnes âgées de 70 ans et plus à l'élection municipale du 7 novembre. Donc, ceux qui suivent un peu la situation due à la COVID, bien, le gouvernement nous permet deux choses. Un, de laisser les gens qui ont 70 ans et plus voter par correspondance. Et deux, laisser les gens qui sont non résidents également voter par correspondance. Ça, c'est un avantage marqué pour la démocratie parce que les gens ne sont pas obligés de revenir s'ils sont ailleurs, dans un autre pays ou dans une autre province pour voter. Ils peuvent le faire par la poste. Il y a également les gens qui ont 70 ans et plus qui n'ont plus le loisir d'avoir des bureaux de vote itinérantes, comme on avait avant. Donc, le gouvernement ne fait plus ça, mais permet aux gens de voter par correspondance s'ils ont 70 ans et plus. Donc, c'est nous autres, on trouve que c'est un plus de la démocratie. On dit toujours que les taux de participation sont trop bas aux élections. Je pense que ces deux outils, donc, nous, on va se prévaloir pour permettre au plus de gens possible de voter dans la prochaine élection. Donc, pour la première résolution, considérant que la prochaine élection générale aura lieu le 7 novembre 2021 en contexte de pandémie, considérant que le directeur général des élections a édicté, conformément à l'article 3 de la loi visant à favoriser le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection municipale du 7 novembre dans le contexte de pandémie, lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021. Il modifie notamment certaines dispositions de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités et le règlement sur le vote par correspondance. Donc, considérant qu'en vertu de la loi 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du VGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgé de 70 ans et plus le jour fixé pour le scrutin, d'exercer son droit de vote par correspondance si une telle personne en fait la demande. Donc, c'est important de noter qu'une personne doit faire la demande pour avoir le droit à faire le vote par correspondance. Donc, considérant que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur, considérant qu'en vertu de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40, une résolution doit être prise au tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci, mon Dieu, doit être transmise le plus possible après son adoption à la ministre des Affaires municipales ainsi qu'au directeur général des élections. Il est proposé de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale qui est âgée de 70 ans et plus le jour fixé pour le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient en découler si on a fait la demande. Et de transmettre à la ministre des Affaires municipales et au directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. Donc, M. McLaurin, est-ce que vous proposez le vote par correspondance? Oui, je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, la prochaine résolution, c'est la même chose, mais pour les gens qui sont propriétaires non résidents. Donc, considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 582, la loi sur les élections et les référendums, le ministre peut par règlement établir les modalités selon lesquelles peut être exercé par correspondance. Je pense que mon collègue est en train de lire ici à côté avec la climatisée. Le droit de vote d'une personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personnes domiciliées
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de l'année civile où doit avoir lieu une élection générale ou, s'il s'agit d'une élection partielle, au plus tard le 15e jour suivant celui où le conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Il est proposé d'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter par un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. Monsieur Dutil, est-ce que vous proposez les personnes non domiciliées? Vous proposez, tout le monde est d'accord? Oui. Oui, Merci beaucoup. 5, 4, 6, emprunt temporaire, règlement 592-2020, réfection du chemin Watchorn. Monsieur Lévesque. Oui, alors il s'agit ici d'une résolution afin d'autoriser un emprunt temporaire pour financer les investissements prévus au règlement 592-2020. Alors, ce règlement d'emprunt-là concerne le projet de réfection du chemin Watchorn. Alors, les employés, les fonctionnaires du ministère des Finances, semble-t-il, sont débordés de travail par des temps qui courent. Il y a de longs délais avant qu'on reçoive, encore une fois, les appels, le résultat des appels d'offres que le ministère des Finances gère par la loi pour les règlements d'emprunt des municipalités. Donc, dans l'attente, ce qui est prévu par la loi, c'est qu'on procède à un emprunt temporaire qui sera fermé dès que nous recevrons les données pertinentes du ministère des Finances. Parfait. Donc, pour les gens qui sont sur la rue Watchorn, qui sont visés par les travaux, j'aimerais peut-être juste vous rappeler que demain soir, il y aura une réunion d'information sur les travaux concernant l'échéancier, les accès et toute autre question pour les gens qui demeurent sur la rue Watchorn et les rues qui vont être affectées par les travaux à partir de 7 heures sur Zoom. Donc, l'emprunt temporaire, c'est juste pour couvrir l'emprunt permanent qui a déjà été approuvé par les personnes habilitées. Monsieur Didier, est-ce que vous proposez l'emprunt temporaire? Oui, je propose. Merci beaucoup. 6.1, rapport mensuel du directeur des incendies. Vous avez pris connaissance du rapport de M. Bernard. Y a-t-il des questions? Non. Non. Il n'y a pas eu de rapport mensuel du service de police de la Sûreté du Québec. J'aimerais par contre le remercier. Ils ont commencé à faire des constats d'infraction les fins de semaine pour les motocyclettes. Ils étaient présents, je pense que c'est 2 fins de semaine, et puis ils ont donné 12 constats d'infraction pour les bruits et la vitesse au niveau des motocyclettes et les véhicules dont les échappements ont été modifiés. Donc, c'est un bon début, mais on les lâche. 6.3.1, embauche pompier junior. Monsieur Denis. Oui, alors le service de sécurité incendie, conformément naturellement aux politiques en vigueur et à la convention collective des pompiers, procédait à un appel de candidature pour combler des postes disponibles des vacants de pompiers à temps partiel. Le comité de sélection, composé du directeur de la sécurité incendie et du directeur adjoint, a procédé à la mise des candidatures et vous formule la recommandation de procéder à l'embauche de M. Alexis Giguère, Maxime Olivier Favreau, Alexandre Fillon et Zachary Houle à titre de pompier junior à temps partiel sur appel aux conditions prévues à la convention collective en vigueur et aux politiques à la municipalité. Merci beaucoup, Mme Leclerc. Est-ce que vous proposez l'embauche des pompiers? Oui, je propose. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. 7.1, rapport mensuel du directeur des travaux publics. Vous avez pris connaissance du rapport de M. Desfossés. Y a-t-il des questions? non. Ça va. 7.4, rapport sur le traitement des demandes et requêtes. C'est pour dépôt. Y a-t-il des questions? Non. Non. 7.5.1, embauche de Mme Josée Rochon à titre de technicienne en génie civil, poste temporaire à temps plein. Monsieur. Oui, alors, donc, on a un poste de technicienne en génie civil à combler suite au départ de la titulaire précédente. Alors, Mme Rochon avait participé au premier appel de candidature, elle était arrivée deuxième, et la recommandation est faite au conseil de procéder à la nomination de Mme Rochon à titre de technicienne en génie civil. C'est un poste temporaire à temps plein. Parfait. Donc, Mme Cossette, est-ce que vous proposez l'embauche de Mme Rochon? Oui, je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, Merci beaucoup. Règlement et résolution. Donc, 7.6.1, acquisition des lots 3 206 649.
3 206 656, 3 206 661 et 3 985 651 relativement au barrage du lac Peter. Oui, alors on va être très clair et très bref là-dessus. Ça fait suite à tout le processus qui est en marche là, pour procéder aux travaux de remise à niveau du barrage du lac Peter. Et pour ce faire, la municipalité doit devenir propriétaire des lieux concernés par le barrage du lac Peter. Et non seulement pour pouvoir aller y exécuter des travaux, mais pour également procéder au dépôt d'une demande de financement au programme PAFMAN du gouvernement provincial qui va viser à financer 66% des travaux à venir. Alors, c'est pour donner l'autorisation de procéder à l'acquisition. C'est une acquisition qui est à coût nul. Voilà. Monsieur Doré, est-ce que vous proposez l'acquisition des lots? Oui, je propose l'acquisition. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui, En fait, c'est important de dire que le barrage Lac Peter va être financé par les gens qui sont alentours ou qui sont dans un rayon rapproché du barrage. 762, requête auprès de Poste Canada concernant l'entretien des sites de boîtes postales. Donc, considérant que la municipalité note que plusieurs sites de boîtes postales situés sur le territoire sont mal entretenus, il est proposé de requérir de Poste Canada qu'il procède à un entretien adéquat et conforme aux normes de salubrité en vigueur pour ce type de site public sur le territoire de la municipalité. Le mandaté du service des travaux publics et des infrastructures afin qu'il effectue le suivi des résolutions auprès de Poste Canada et de transmettre la présente résolution au représentant officiel de Poste Canada. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de sites de boîtes postales qui n'ont pas été balayés. C'est Mme Cossette qui a amené ça à mon attention. Et puis, je demanderai à Mme Cossette de faire la proposition. Oui, je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. oui, On va demander à Poste Canada de venir nettoyer leur site. 8.1, rapport mensuel de la directrice en urbanisme. Vous avez pris connaissance du rapport de Mme Durand. Est-ce des questions? Ça va? 8.2, rapport sur les permis et certificats. Vous avez pris connaissance du rapport sur les permis, à part de dire qu'il y en a beaucoup. Est-ce des questions? Ça va? Monsieur Lépine, c'était quoi le nombre de permis qui avait été levé dans les 5 premiers mois? Vous avez donné le chiffre l'autre soir. Sur le nombre de en fait, le nombre d'interventions entre le 1er janvier et le 31 mai, c'est 1055 interventions de toute sorte, du service de l'urbanisme uniquement. 1051 interventions en 5 mois. Donc, permis de toutes sortes, et plaintes et ainsi de suite. 8.3, on n'a pas eu le rapport d'activité de la SPCA, c'est moi aussi. Donc, si vous permettez, vous êtes prêts à partager. J'espère que ça va fonctionner. En fait, il faut juste bouger la souris De temps en temps. parce que je pense que l'écran vide. Alors, je partage ici. Donc, on va commencer avec la dérogation mineure à 841, 10 rue Glen-Abbey. Monsieur Lévy. OK. La marge latérale droite existante de véranda est de 4,4 mètres, alors que la réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale de 6 mètres. Je pense qu'on va mettre la photo. Aucune demande de permis de figure au dossier. La véranda aurait été construite vers 2003. Donc, c'est pour régulariser une situation existante. À l'époque, la marge latérale était de 4,5. Donc, il va falloir qu'on arrête de chercher parce que je ne vois pas les gens s'ils ont des questions là-dessus. Donc, on va aller. Oui, Mme Bougie, vous avez une question concernant la dérogation mineure. On va démuter votre micro. Allez-y. Mme Bougie, on ne vous entend pas, mais là, votre micro est démuté. Oh, c'est ça. On va démuter. Allez. Audio. Hello? Allez-y. You can hear me? Yes. It's Greg McVeigh. Yeah. That's for my place. Okay. The plans that you were showing weren't the right home. Really? Okay. Yeah, that was 6 Abbey or something like that.
This is a derogation for 10 Glen Abbey. Is that where you live now? No, 1732 du village, sorry. We're not at you yet. Oh, okay. That's the next. You have to wait. Sorry about that. We'll keep your mic open. On peut juste regarder s'il y a des questions concernant le 10 Glen Abbey. Dans l'autre fenêtre, oui, c'est que tu t'en vas à droite. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, c'est juste Mme Julie, ça c'est vrai. Je vois plus. Ici. Oui, M. Biado, ah oui. Vous, votre main il est comme caché dans le soleil. Ah, OK. Bon, ben, c'est désolé. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Juste question, la dérogation, on dit 4,4 mètres. C'est quoi qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la ligne ou du côté de la ligne? Est-ce que c'est le terrain de golf? Est-ce que c'est un autre terrain périlleux? Un autre résident. C'est une autre résidence? OK. Oui. Est-ce Il n'y a pas eu que d'opposition de ces gens-là. il n'y a pas d'opposition de la part des résidents? Non, OK. Et vous avez aussi dit que quand ça a été bâti, à ce moment-là, la règle était 4,2 mètres. Il n'y a pas de permis, mais c'est ça. OK. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions concernant cette dérogation-là, on va aller au vote. Donc, au vote, on va aller à la proposition parce que le le comité consultatif en urbanisme a recommandé la dérogation. Donc, M. Doré, est-ce que vous proposez l'adoption de la dérogation mineure? Oui, je propose la dérogation. Excellent. Merci beaucoup. Donc, on ferme la réunion sur la dérogation mineure 10 Glen Abbey à 20h09. 842, dérogation mineure 1732, chemin du village. Donc, we're getting to you, Craig. Donc, M. Bill. Oui, donc demande de dérogation mineure, on le disait pour le 1732 chemin du village, pour la reconstruction d'une véranda existante dont l'implantation est dérogatoire et empiète à l'intérieur de la marge de non-construction de 20 mètres. Alors, le bâtiment principal est situé en quasi-totalité à l'intérieur de la bande de protection riveraine de 15 mètres. Le bâtiment principal est situé en quasi-totalité à l'intérieur de la bande de non-construction de 20 mètres. La véranda existante empiète dans la bande de protection riveraine. Et cette véranda-là a fait l'objet d'un permis de la municipalité, le permis R0272 émis le 19 juillet 2002 dans ce cas-là. La véranda projetée sera localisée à l'extérieur de la bande de protection riveraine de 15 mètres. La véranda projetée sera localisée en totalité à l'intérieur de la marge de non-construction de 20 mètres. L'emplacement projeté de la reconstruction de la véranda est moins dérogatoire que son emplacement actuel. Parfait. Donc, la dérogation mineure est recommandée par le Conseil consultatif en urbanisme. Vous voyez les photos ici à l'écran. Donc, je vais juste voir, y a-t-il des questions concernant la dérogation mineure? La construction demandée est moins dérogatoire que ce qui existait avant. Donc, c'est une amélioration de la situation. Des questions? M. McVeigh, est-ce que vous avez une question sur votre propre dérogation mineure? Non, c'est bien expliqué. Bon, donc, M. McLaurin, est-ce que vous proposez la dérogation mineure? M. McLaurin, est-ce que vous êtes... Oh, attends, wait, Peter's muted. No, he muted himself. Madame McLeod a propose. Merci, Mme McLeod. On va essayer de M. McLaurin après. Merci. Donc, tout le monde est d'accord avec la dérogation? Oui. Oui. Merci beaucoup. Dérogation approuvée. 843, là, il y a une série qui vont se ressembler. Dérogation mineure, lot 5 548 617, chemin des hauteurs. Là, monsieur le... Oui. Alors, je vois quelques secondes, le temps d'y arriver.
Oui, donc, dérogation mineure, en fait, ce sont deux éléments de dérogation qui sont demandés pour 3 lots. Donc, évidemment, en vertu du règlement, ça doit faire l'objet de 3 demandes de dérogation mineure différentes, mais c'est exactement la même chose qui est déposée. Voici, alors, je sais certain, là. Alors, demande de dérogation mineure pour les lots, et là, j'évite de les nommer, mais ce sont des lots qui sont situés dans le secteur de Sommet-Morin Heights. Alors, première dérogation mineure pour le nombre minimum de chambres à coucher exigées pour un usage de location de court séjour de 2, alors que la réglementation en vigueur exige un nombre minimum de 5 chambres à coucher. Autre élément de demande de dérogation mineure, c'est pour la marge de recul latérale droite projetée d'une nouvelle construction de 2,1 mètres, alors que la réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale de 4,5 mètres. Donc, l'emplacement projeté des résidences de tourisme est à proximité, on le disait tout à l'heure, de Sommet-Morin Heights. Plusieurs résidences de tourisme sont également présentes dans le secteur. En gros, je vous dirais que ça résume les 3 demandes de dérogation de normes. Excellent. J'aimerais juste dire que le comité consultatif en urbanisme ne recommande pas ces dérogations mineures-là. Et la municipalité a reçu plusieurs correspondances par courriel, par message texte, par boîte vocale, s'opposant à la dérogation mineure également. Donc, est-ce que j'ai des questions concernant cette dérogation mineure-là? Il concerne 2 choses. Un, la diminution de nombre de chambres de coucher requis pour avoir une location court terme. Le deuxième, c'était une marge latérale. Et les 2 ne sont pas recommandés par le comité consultatif. Allez. Oui. On va aller, M. Leblanc. Vas-y, M. Leblanc. Oui, bonjour. Monsieur le maire, j'aimerais peut-être apporter certaines précisions puis commenter. Je suis le demandeur. Donc, je comprends que le comité CCU n'a pas recommandé ça. Par contre, le projet se trouve quand même dans une zone récréo-touristique de la municipalité, la zone 27, puis qui permet des hôtels, des motels, des centres équestres. Et aussi, le plan d'urbanisme de la municipalité propose d'améliorer le réseau des sentiers, de promouvoir le développement touristique de qualité. Et ce projet-là, est entouré de tous les réseaux municipaux, veut vraiment être orienté à deux clientèles, une sportive qui fait des vélos, ski de fond, donc directement sur le bord des pistes, et la deuxième clientèle qui est le spa haut de gamme, qui est une clientèle déjà desservie par Eau Fluoro, puis Spa Baltique, mais qui n'a pas d'hébergement. Donc, je trouve ce projet-là, en plus de l'engagement de mettre en place des mesures pour s'assurer de la pas nuisance des voisins, de limiter à 2 chambres, est toujours plus une alternative qui, par rapport aux 5 chambres demandées par le règlement actuel, de limiter au maximum la nuisance qu'il pourrait avoir par rapport à la réglementation actuelle. Donc, c'était le sens de cette dérogation mineure-là qui est un choix pragmatique d'avoir un projet plus respectueux de l'environnement et plus respectueux des voisins. Donc, c'est pour ça que je pense que le Conseil des villes devrait accueillir favorablement ce projet-là, qui est haut de gamme, qui est un beau projet de développement de touristique et puis qui respecte l'essence de la zone 27. Parfait, merci, M. Leblanc. Y a-t-il d'autres questions concernant la demande de délégation de l'an? Y a-t-il une deuxième page, Louise? Non. Oui? Oui, personne. Je ne vois pas de main levée. Monsieur Normand. De Normand. Oui. Oui, j'appuie en tant que porte-parole de plusieurs résidents du secteur Blue Hill. On appuie entièrement le conseil municipal. Hélas, la location à court terme, monsieur le maire, gens du conseil municipal, c'est une véritable plaie. Quoi qu'en disent les promoteurs, évidemment, ça a leur avantage de dire que la tranquillité des lieux va être maintenue,
Mais dans notre secteur, il y a beaucoup de locations à long terme. Ça cause des problèmes, des empiètements sur les terrains, des gens qui manquent beaucoup de respect, qui font des parties. Alors, je dis bravo au conseil municipal de ne pas autoriser ce développement-là de location à court terme. Voilà, j'ai dit. Merci, Guillaume. Y a-t-il d'autres interventions concernant la dérogation de normes? On va juste aller à l'autre page des gens. Si on revient au premier, peut-être. Monsieur Brown. Oui, M. Brown? Je pense que l'explication que M. Leblanc a à faire par rapport avec le nombre de chambres moindre que qu'est-ce que le règlement demande est complètement logique. OK. Complètement logique. OK, merci. Et on va juste faire une dernière vérification s'il y a d'autres interventions concernant la délégation. Sinon, on va prendre un vote. Je n'en vois pas. Donc, M. Doré, est-ce que vous proposez de rejeter la dérogation de l'heure comme la recommandation du comité consultatif en novembre? Oui, entièrement, je propose. Parfait. Donc, M. Doré, est-ce que vous proposez les trois résolutions puisque c'est la même chose? Oui, les trois en même temps. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. J'aimerais juste peut-être faire une petite explication, M. Leblanc. Je pense que vous êtes au courant, M. Leblanc, qu'on est en révision du plan d'urbanisme. On est en train de regarder tous les usages dans toutes les zones et il va y avoir des consultations publiques qui vont être faites au courant de l'été. On vous invite à transmettre vos opinions et vos idées à ce moment-là, mais pour l'instant, le Conseil n'accorde pas les trois dérogations. Donc, on ferme la réunion à 2020. On va aller à 8.5.1. Embauche de Mme Mathéa Doyon à titre d'inspectrice municipale poste temporaire à temps plein. Alors, la municipalité a procédé à un appel de candidature pour combler un nouveau poste d'inspectrice municipale au service de l'urbanisme et de l'environnement, poste temporaire à temps plein. Et aux conditions de travail qui sont celles de la convention collective, puisqu'il s'agit d'un poste de collant. On a vu évidemment qu'avec une augmentation importante et même spectaculaire là, du nombre de demandes au service de l'urbanisme depuis un an, que ce poste-là est plus que justifié, d'autant plus que le personnel que la municipalité avait à l'occasion d'habitude d'embaucher durant la période estivale n'était pas du tout disponible. Alors, donc cet appel de candidature a été mené par le comité de sélection qui a analysé toutes les candidatures reçues et qui recommande au conseil d'embauche de Mme Mathéa Doyon. Merci beaucoup. Monsieur McLaurin, est-ce que vous proposez l'embauche de Mme Doyon? Oui, je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.5.2, embauche de Mme Martine Major à titre d'adjointe administrative, poste temporaire à temps plein. Alors, M. le maire, pour exactement les mêmes raisons que le poste précédent, et donc appel de candidature, analyse par le comité de sélection et recommandation de Mme Martine Major, qui viendra appuyer, comme on l'a vu là, de par son titre, l'équipe du service de l'urbanisme pour toute une série, entre autres, de saisie de données, parce qu'on est en période, on est toujours en période de transfert de logiciels et il y a une somme importante de travail à faire pour prendre les données qui étaient sous l'ancien système, les intégrer au nouveau système. Elle viendra donner un sérieux coup de main, en fait, aux autres services municipaux qui se représentent également au courant de la période électorale pour soutenir autant de serviteurs dans cette tâche. Excellent. Monsieur le maire, est-ce que vous proposez l'embauche de Mme Major? Monsieur le maire, est-ce que vous m'entendez? Oui, proposé. OK, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. 8.5.3,
fin de probation de Mme Jennifer Durand. Donc, attendu que Mme Jennifer Durand a été embauchée à titre de directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement le 10 juin 2020 par résolution du Conseil. Considérant le contrat lié à la municipalité à Mme Durand, laquelle prévoit une période de probation de 6 mois à compter de la date d'embauche. Considérant l'évaluation positive dont a fait l'objet Mme Durand par le directeur général, attendu que le directeur général formule une recommandation positive pour mettre fin à l'approbation de Mme Durand, il est résolu d'autoriser la fin de l'approbation de Mme Durand conformément au contrat de travail de cette dernière. Donc, Mme Cossette, est-ce que vous proposez la fin de l'approbation de Mme Durand? Je propose. Oui. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. J'aimerais souligner le bon travail de Mme Durand dans une période assez achalandée au niveau du service de l'urbanisme. Et en même temps, on fait la révision complète de notre règlement d'urbanisme. Donc, c'est un travail colossal. Puis, je dois dire qu'elle et son équipe en prennent des bouchées doubles et on les remercie. On n'avait pas retiré, lui. On peut tout simplement reporter. Oui, le 861, c'est une nom de rue dans le projet du lac Hendricks. Le conseil voulait l'analyser un peu plus longtemps, donc on va le remettre à la prochaine réunion. 861. Bon, du conseil, vous êtes d'accord de remettre le point 861 à la prochaine réunion? Oui. Excellent. C'est juste des noms de rue, là, il n'y a rien de spécial. Là. 9.1, rapport mensuel de Mme Maillé. Y a-t-il des questions? Non. 9.3.1, avis de motion et dépôt de projet, règlement 622-2021 sur le Conseil local du patrimoine. Alors, M. le maire, c'est un projet de règlement qui fait suite à une suggestion ou en fait une recommandation de l'Association historique de Montréal-Nice, une offre qui avait été faite plutôt par cette association de collaborer avec la municipalité à la création d'un comité qui viendrait voir à mettre en valeur et à préserver le patrimoine culturel local de la municipalité. Alors, ce règlement-là viserait à concrétiser cette idée en créant un conseil local du patrimoine conformément à la loi sur le patrimoine culturel. C'est un conseil qui est consultatif, un peu à l'image du comité consultatif d'urbanisme, celui en environnement. Ce serait un conseil local composé de 5 membres, dont un représentant élu du conseil municipal. Et donc, ce règlement vise à édicter un certain nombre de règles de fonctionnement pour ce conseil. Mr. McClure, do you give notice of motion regarding the local heritage council? I do. Thank you very much. Donc, we will ask you to propose at the next meeting. Okay. 961, embauche de Mme Tania Courte à titre d'apparitrice poste temporaire sur appel. Oui, alors, donc, on avait ce poste-là disponible et vacant depuis, en fait, la pandémie. Il n'a pas été comblé, naturellement, parce que le Chalet Bellevue a été fermé la majeure partie de la dernière année, presque et demie. Et comme la réouverture se fait graduellement, nous devons combler ce poste-là. C'est un poste, on l'a dit, là, un poste temporaire sur appel. Essentiellement, Mme Courte va permettre aux 2 appariteurs actuels de pouvoir de temps à autre prendre congé de s'absenter. Voilà. Mme Leclerc, est-ce que vous proposez l'embauche de Mme Courte? Bien sûr, oui, je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 962, embauche d'employés temporaires saisonniers pour la période estivale 2021. Oui, alors, c'est arrivé après lundi. Il restait 2 postes à combler, qu'on n'a pas comblé le mois dernier parce qu'ils n'avaient pas été sélectionnés. Et ça viendrait compléter l'équipe pour la saison estivale qui vient. Recommandation de Mme Debbie Morris, qu'on connaît bien ici parce qu'elle a travaillé à l'autre saison, et Mme Eleana Labelle. Donc, ils sont à l'échelon 1 de l'échelle salariale des employés du service des loisirs. C'est là. Est-ce que vous proposez l'embauche de Mme Maurice et Mme Labelle? Voilà, tout le monde est d'accord? Excusez-moi, une question. Oui. On sait que Debbie Morris et Eliana Labelle, c'est la mère et la fille? Oui, c'est la conjointe de Stéphane Labelle qui travaille également. Oui. Ouais. Merci. 971,
cession du lot 3 736 911 à Habitat-Morin. Monsieur. Oui, alors, donc, en fait, c'est une résolution qui vise à faire le suivi de la préparation du projet de construction d'un immeuble à logement pour personnes aînées, un immeuble à logement assisté pour personnes aînées de la municipalité. On en a parlé régulièrement depuis bientôt plus d'1 an. Et il est prévu dans le montage financier du projet que la municipalité cède ce terrain à l'organisme qui va gérer Habitat-Morin Heights, donc un organisme sans but lucratif qui a déjà été créé. Et cette session-là tient lieu également de contribution du lieu au projet tel que c'est exigé dans le cadre du programme Accès Logis de la Société d'habitation du Québec. Là, le programme Accès Logis, ben, c'est ce qui finance essentiellement le projet d'Habitat-Morin Heights. En fait, donc, on doit divulguer que Mme Cossette et M. Lépine font partie du conseil d'administration. Donc, Mme Cossette ne votera pas sur la résolution si présente. Je demanderai à M. Lemire, voulez-vous proposer la cession du lot 3 736 911 à Habitat-Morin? Oui, je propose. Merci beaucoup. Le reste du conseil, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. 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 Merci beaucoup. On va aller à 972, acquisition du lot 3 736 898 aux fins de l'aménagement d'un parc canin. Pour ceux qui ne connaissent pas le secteur, ce lot-là, c'est le lot directement adjacent au futur Habitat-Morin. C'est un lot de 1500 mètres carrés. Et puis, c'est dans un champ très près de la nouvelle Habitat-Morin, pas loin du parc Basel. Donc, monsieur Lépine. Oui, alors, donc, pour procéder à l'acquisition de ce lot-là, on l'a dit, là, c'est pour l'aménagement d'un parc canin. C'était prévu au programme triennal d'immobilisation 2021-2022-2023. La municipalité a tenté, à l'intérieur de sa réserve foncière, de trouver un terrain qui pourrait se prêter à l'aménagement d'un parc canin. Ça n'a pas pu être le cas. Alors, et comme vous venez de le mentionner, il est situé au centre de la municipalité, à proximité avec le parc Basler. Et je note simplement que ce lot fait l'objet d'une réserve pour fin public depuis le 12 décembre 2020. La résolution qui est soumise au Conseil vise à, évidemment, procéder à l'acquisition de ce lot. Et notons le bien de voter et d'affecter des crédits budgétaires supplémentaires de 57 000 $ au projet aménagement d'un parc canin du PTI. Alors, 57 000 $ qui seront prélevés et financés à même le surplus de fonctionnement non affecté de la municipalité. Et il y a une disposition aussi qui vise à décréter, évidemment, la levée de la réserve pour fonds publics de ce lot-là, puisque la municipalité va s'en porter acquéreur. M. Dutil, est-ce que vous proposez l'achat du lot? Oui, certainement. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Exactement. Alors, ça fait longtemps qu'on dit qu'on va faire un parc à chiens, mais on avance dans le bon sens, là, et on devrait exécuter quelque chose de très intéressant au courant de l'été. Attendez. Correspondance du mois, donc tout le monde a pris connaissance des lettres envoyées et reçues par la municipalité. Y a-t-il des questions? On va juste mentionner qu'il y a eu beaucoup de lettres encore concernant la vitesse, surtout sur le chemin Christiville, Jackson, Blue Hills. Donc, c'est des choses qu'on va adresser assez rapidement. Vous allez voir que les voleurs qui étaient installés l'année passée vont être réinstallés cet été. Il fallait attendre la peinture des lignes avant d'installer les voleurs pour pas que les camions de peinture frappent les voleurs en s'en allant. Donc, ça ne va pas être bien long. Également, l'afficheur de vitesse qui est installé un petit peu trop près du chemin du lac Éco, je dois dire que ça, c'est moi qui ai demandé de mettre ça là. On va le tasser un petit peu plus loin parce qu'il est nullement efficace à l'endroit où il est présentement. Parce qu'il n'y a pas personne qui est capable d'accélérer assez vite pour se rendre à 40 km/h. Je l'ai essayé, puis j'ai une bonne voiture, puis j'ai jamais été capable. Fait qu'on a toujours des claps dans les mains, mais on va l'installer à un endroit qui est beaucoup plus propice à ça. Et on demande également aux gens qui ont des problèmes avec la vitesse dans leur vie, dans leur quartier, de ne pas se gêner, d'appeler la Sûreté du Québec. Je le dis à chaque mois, je pense, mais on paye 1,1 million de dollars pour les services de la Sûreté du Québec. Donc, gênez-vous pas pour faire vos demandes directement. Nous autres, on le fait à chaque mois, mais trop fort casse pas. Donc, je vous demande de les transmettre également directement à la Sûreté du Québec.
J'aimerais, à 12.1, juste faire un énoncé d'intention que la municipalité de Morlaix va passer une résolution pour conserver le statut bilingue de notre municipalité. Je pense que c'est une importante partie de notre héritage et c'est très, très, très important que Morlaix, même avec 18% des personnes anglophones qui résident ici, je pense que c'est important de garder notre caractère bilingue. C'est un atout qu'on a. Et ce qu'on voit, c'est que les gens, ils tiennent à ça. Puis, moi, particulièrement, je tiens beaucoup à ça. Donc, on va s'assurer de maintenir notre statut bilingue. On est content que le gouvernement du Québec nous a permis au moins de le garder. Parce que pour ceux qui se rappellent un peu de la courte séjour du Parti québécois au pouvoir, bien, ils voulaient tous les enlever unilatéralement sans consulter personne. Puis, heureusement, ils ont été enlevé du pouvoir rapidement, puis ça n'a pas eu lieu. Donc, dans une prochaine réunion du Conseil, on va faire une résolution pour maintenir notre statut bilingue. Peut-être des petites annonces. On arrive en zone jaune à partir de vendredi. Le Conseil a un débat lundi soir sur les activités de la Fête du Canada. On est un petit peu à la dernière minute, puis on est juste en zone jaune. On n'est pas sorti de la pandémie encore, mais on va faire des petites activités pour les citoyens dans le parc Loomis et le parc Basler. Donc, il va y avoir de la musique ambiante, des petits jeux pour enfants pour animer un peu la journée. Et on ne fera pas de rassemblement à Ski Morlaix, mais il va y avoir des feux d'artifice qui vont être, si la situation de feu nous permet, qui vont être tirés à partir du haut de Ski Morlaix. Donc, on espère que la majorité des gens de Morlaix vont être capables de le voir de chez eux. Ils vont aller à 600 pieds dans les airs et ça devrait être un beau spectacle. On travaille avec M. Kelly également pour essayer de faire un live stream de musique qui va coordonner avec les feux d'artifice. Donc, on travaille là-dessus et on espère que ça va être une belle expérience. Et je souhaite de tout cœur vous revoir l'année prochaine live pour notre traditionnelle Fête du Canada. Je sais que M. Doré s'ennuie de donner des morceaux de gâteau avant les mains rouges, là, mais ça va reprendre l'été prochain. Nos activités normales vont reprendre l'été prochain. Non, mais on a appris à avoir des gants, là. Peut-être deux dernières annonces. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe au coin de la rue où il y a le dépanneur couche-tard. On a mis les plans sur notre site web, mais juste pour arrêter toutes les rumeurs, là, il n'y a pas de Tim Hortons puis il n'y a pas de car wash. OK, j'espère que c'est clair. Pas de car wash, pas de Tim Hortons, c'est le dépanneur qui se renouvelle, puis je pense que c'est une bonne chose. Il avait pris de l'âge, et le bâtiment en arrière manquait d'amour. Donc, le nouveau dépanneur va être sobre avec un beau toit en pignon et je pense que ça va être un atout pour le coin de la municipalité. Il y a des gens qui se posaient des questions s'il allait avoir des bornes de recharge électrique. Oui, il va y avoir 2 bornes de recharge électrique qui vont être installées là par la compagnie Couche-Tard à leur frais. Également, les jeux de comme demandé au CCU, vont être les mêmes pierres que la municipalité a utilisées au centre du village. Donc, le projet devrait s'harmoniser assez bien avec le reste de la rue. Dernière chose, pour ceux qui attendent patiemment pour le pickleball, ben, les poteaux ont été posés cette semaine. Le pavage devrait être fait au courant de la semaine prochaine. Mais malheureusement, ça prend un mois avant qu'on puisse peinturer les lignes parce que tous les produits les produits qui s'évaporent de l'asphalte ne permettent pas de dessiner les lignes tout de suite parce qu'ils ne dureront pas longtemps. Les lignes vont juste être dessinées dans un mois de la pose de l'asphalte. On verra avec le service des loisirs si on ne peut pas jouer un petit peu quand même là, en attendant, mais les lignes permanentes vont être installées juste un mois après la pose de l'asphalte. Et au courant de l'été, je n'ai pas de date fixe encore, la surface pour le tennis va être installée à l'intérieur de la grande patinoire. Donc, la municipalité de Morlaix va avoir un court de tennis à l'intérieur de la grande patinoire et 4 terrains de pickleball sur la petite patinoire. Le tout, pour les gens qui vont vouloir jouer, doivent être réservés à travers le service des loisirs. Il y a un logiciel qui va être utilisé pour les réservations. Donc, je pense que c'est tout pour moi. Je vais aller à la partie de la réunion que vous aimez le plus. C'est la période de questions. Et Louise, elle aime bien ça aussi parce qu'il faut qu'elle gaule avec les micros. On va commencer. D'habitude, je vais en ordre alphabétique. C'est plus facile. Madame Colette. Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va bien?
J'ai juste une petite question. J'aimerais savoir qu'est-ce qui retarde au niveau des consultations publiques sur le plan d'urbanisme? Ben, qu'est-ce qui retarde, c'est qu'on a reçu les plans préliminaires cette semaine. Donc, le conseil va prendre connaissance du plan, va émettre des commentaires et corrections. Et aussitôt que le plan va être corrigé et revu par le conseil municipal, on va aller avec la phase de consultation publique. On s'est donné un échéancier assez serré pour faire ça. Donc, le conseil se rencontre cette semaine et la semaine prochaine, excusez-moi, la semaine prochaine et l'autre semaine pour avancer le dossier. Et puis, suite à ça, on va vous annoncer les dates pour les consultations. Ah, OK. Merci beaucoup. Bon. Le prochain, c'est M. Brown. Avec vous, il va vous limiter. One question, one remark. The remark is that I think the way council approached discussing the Habitat Morin Heights project this evening was admirable. Question is, can we have a way of identifying the evolution of a document related to a specific project by naming the first one draft or proposal, and we can have revisions that are numbered and dated, and it'll be really easy to track something like the OCAMP that started as a règlement, and then it went to a dérogation, and then it went to a PPC moi. And for people who come in halfway through, it'd be really easy to track changes. Okay, we've looked at, we got your question, Mr. Brown, about that. We tried to figure out a way to do that. We're looking at what other municipalities do to see if there's a procedure in place somewhere else that makes sense. And if there is, we will look at that. But for right now, the last resolution that's passed is the official one. So that is the normal procedure in all municipalities. But we agree if we can make transparency easier, we will do so. I don't, the documents are usually drafted in Microsoft Office, and I mean, you can just, when you start a document, you can just say track changes, and it's going to do all that for you. It'd be fun to be able to see how the whole file evolved over time. Very good. Well noted. Y avait-il une autre question? Juste non, ça va. Okay. Monsieur Filiatro. Bonjour, ou bonsoir, j'aurais tout dire. Couple de choses. Premièrement, merci pour les bollards. Chez nous, ça a été installé en passant, les arrêts aussi. Alors, on espère que ça va être comme l'année passée, que ça a un impact. Ceci étant dit, est-ce qu'il est prévu d'avoir une autre étude de circulation pour comparer les données versus l'année passée, voir l'évolution, et si oui, vers quelle date est-ce que le système de collection de données pourrait être installé? Oui. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est que les afficheurs fournissent les données. Il va falloir, quand on va bouger l'afficheur, parce que comme on disait, l'afficheur qui est présentement en place, il va détecter rien, là, il va détecter toutes les autos à 30 km/h. Mais on va l'installer à une place. Chez vous, je pense que l'afficheur est correctement placé, hein, pas loin de chez vous. Oui, bien, l'afficheur qui est en direction de la 364, il est bien placé, sauf que quelques jours après son installation, le module a fait défaut et il est non fonctionnel depuis ce temps-là. Celui dans l'autre direction, c'est une autre chose. Mais oui, il est bien placé, mais il n'est pas placé où ce qui était avant. Il est comme placé en haut de la côte. Okay. C'est probablement là que les gens vont ralentir, mais peu importe. Puis évidemment, on n'a jamais eu la chance d'avoir une étude hivernale non plus sur la circulation. Ce serait peut-être quelque chose, c'est qu'on est loin de l'hiver, là, on arrive à l'été. C'est peut-être quelque chose oui, j'espère aussi. C'est peut-être quelque chose à mettre, garder en tête pour pouvoir faire les démarches, pour ne pas être pris de court comme on l'a été l'hiver passé, pour qu'on ait une étude comparative aussi quand les bollards sont plus là et que les routes sont moins larges à cause de. Effectivement, très bonne idée, c'est noté, M. Pietro, on va s'en occuper.
Excellent. L'autre petite chose deux petites choses additionnelles. Le projet Urtibise qui a été discuté à la dernière réunion, j'ai essayé de trouver de l'information sur le site web. Alors, peut-être que c'est moi qui est pas bon à trouver de l'information, mais est-ce que c'est plus facile? Je sais. Il y a même un site web fait par le propriétaire. Vous voulez voir le salaire. Vous allez sur aucamp.ca, vous allez tout voir. Comment s'appelle-t-il? Aucamp. Aucamp. Espace camp. OK. Ça démontre tout le site au complet et le projet au complet. OK, merci. Et la dernière chose que je suis curieux de savoir, c'est, vu le déconfinement progressif qui se fait, est-ce qu'il est prévu que la prochaine réunion permette aux gens de participer sur place? Absolument. Du moins en partie? Oui, absolument. Vendredi, comme je disais, on tombe en zone jaune. Oui. Et la dernière réunion, à moins qu'il y ait un revirement de situation désastreuse, la prochaine réunion au mois de juillet va être live au Chalet Bellevue. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui regardent également les réunions sur Facebook. Oui. On va filmer les réunions en même temps. Ça va être live sur Facebook pour les gens qui veulent regarder la réunion de chez eux. Par contre, ceux qui veulent poser des questions, il va falloir que vous veniez ou que les questions soient transmises au conseil par écrit d'avance, puis on va les lire au fur et à mesure que la période de questions avance. Vous allez avoir deux moyens de poser des questions. Un, c'est live. Deuxième, c'est par écrit. Bravo. Félicitations en passant pour les projets de motion pour garder la municipalité bilingue. Je pense que c'est de votre souhait et c'est bravo là-dessus. La dernière chose que j'aimerais poser comme question, je sais que ce ne sera pas pour cette année, mais à Moore Heights, c'est à cause de la municipalité, on permet d'avoir un conseil municipal sans être affecté des districts électoraux. Mais si on va avoir la proximité avec les citoyens, ça serait peut-être souhaitable, surtout qu'on grossit de plus en plus avec le nombre de permis d'intervention avec le CCU et tout. Peut-être que ce serait lieu de commencer à penser d'avoir une représentation par district pour qu'on ait plus l'opportunité d'être plus près de nos conseillers, conseillères, parce que souvent on se dirige vers vous, qui est très bien en passant, vous répondez rapidement et tout, très impliqué. Mais peut-être aussi que les conseillères, les conseillers aimeraient aussi des fois se faire approcher et ça vous délesterait un petit peu de toutes ces interventions-là. On a déjà fait cette réflexion-là. Nous, notre optique, c'est qu'on utilise la force des gens. Donc, on donne des dossiers aux gens plutôt que des districts. Parce que qu'est-ce qui arrive souvent dans les conseils qui sont divisés par district, c'est que chacun tire la couverte de son bord, puis il va avoir un petit projet chacun dans chaque secteur, à place de regarder la vision collective de l'ensemble de la municipalité. Donc, nous, on prône plus une division des tâches par habileté et par intérêt. Donc, les gens, ils ont un certain intérêt, ils s'occupent de tel dossier. Je donne un exemple, M. Doré est responsable de l'environnement, Mme Leclerc, sécurité publique, M. Dutil, travaux publics, Mme Cossette, maison pour aînés, bibliothèque, M. McLaurin, l'infrastructure, également bibliothèque, personne aînée, M. Lemire, c'est notre ministre des Finances. C'est chacun a sa force, puis nous, on trouve que c'est un meilleur moyen d'exploiter les forces des gens. Deuxième chose, c'est chaque fois que vous avez une modification de la population de la ville par secteur, il faut modifier ces listes-là, et puis c'est très coûteux. Il y a plusieurs villes alentours qui aimeraient retourner par en arrière, mais quand vous allez vers des districts, vous êtes plus capable. Donc, nous autres, on prend pour l'instant de maintenir le statu quo. OK. Merci. Dernière chose, c'est le parc canin. Bon, ça avance bien dans un sens. Il y a des questions à savoir, est-ce qu'il est prévu d'avoir de la réglementation? Est-ce que l'accès au parc va être réglementé, va être fait par abonnement? Est-ce qu'il va y avoir de la supervision, et ainsi de suite? Bien, on a eu une belle rencontre avec M. Mounia. Je ne sais pas si vous avez rencontré M. Mounia qui était au... Oui, je le connais bien. M. Mounia nous a fait une belle présentation avec les moyens que les gens utilisent du parc canin dans d'autres municipalités. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on forme une association, puis les gens sont responsables, les gens qui ont des chiens sont responsables du parc eux-mêmes. Donc, les gens ont des abonnements et puis ils font la police eux-mêmes. Ça veut dire que ce n'est pas les travaux publics qui vont aller ramasser les caca de chiens, les gens qui sont responsables eux-mêmes d'être là. Il y a des heures d'utilisateurs, puis il va y avoir des passes émises. C'est sûr qu'ils vont utiliser les infrastructures de la ville pour émettre des passes, là. Mais c'est les gens eux-mêmes qui vont contrôler la situation. Selon M. Mounia, qui a vu plusieurs à Montréal, c'est le meilleur moyen d'avoir un parc à chiens qui est sous contrôle et que les gens respectent les règlements. Excellent. Merci. Merci à vous. On est rendu à M. Saunier. Bon, ça fonctionne là? Vous m'entendez? Oui. Oui, alors je suis peut-être remarque globale.
Je pense que les citoyens sont inquiets. Je regardais globalement, là. Moore Knight est en train de changer tellement. Ça change tellement vite. C'est la folie. Il y a une effervescence. Vous utilisez le mot effervescence, mais ça bourdonne pas mal fort. Ça pétille, les pétillements sont pas mal forts. Alors, je ne sais pas s'il y aurait eu moyen de contrôler ça, ce développement-là, s'il y a moyen de faire quelque chose, parce qu'on ne se reconnaît plus. On est en train de. On a toujours dit qu'est-ce qu'on ne voulait pas être comme Saint-Sauveur. Bien, sans doute, on va être comme Piémont. Pas mal un peu plus de verdure, mais complètement urbanisé. On parle de protection de l'environnement. On est en train de tout raser à peu près les espaces. On est en train de tout ouvrir les espaces naturels, de faire des rues. Et là, on prétend de dire, bon, l'environnement, on dit on va protéger l'environnement. Il y a des très, très gros impacts. Et je suggérerais sans doute peut-être de limiter 50 maisons par année. Ça m'a été suggéré. Y a-t-il moyen de retarder? Aussi en demandant, en autorisant de gros promoteurs. À ce moment-là, ça amène des changements énormes. C'est réellement comme un bulldozer qui arrive, des moyens financiers énormes. Y a-t-il moyen de contrôler ça quand on prend des grands espaces de terrain? Est-ce qu'il y a moyen de demander comme des propositions pour dire on développe le terrain, on demande une étude complète? On ne dit pas comment, dire fournissez-nous une étude complète, comment vous allez prendre soin de l'environnement. On accorde le projet. Je ne pense pas que la municipalité, avec 80 projets, ait la capacité d'inspecteurs, de gestion, d'urbanisme pour gérer ces projets-là, de surveiller comment se font les travaux. Ce qui me fait dire qu'on donne le permis, puis ensuite, c'est l'opérateur de pile mécanique qui est à peu près le superviseur de projet. Alors, c'est ma question. Ah, aussi, également, il y a notre demande de scrutin. Je voulais savoir qu'est-ce qui en est arrivé. Merci. Première question. On est en train, justement, M. Saunier, de revoir le plan urbanisme. Toute la réglementation sur le développement des municipalités, je pense que je l'ai dit 2 ou 3 fois déjà, ça passe par le règlement d'urbanisme. Donc, cet été, il va y avoir des consultations publiques au niveau du règlement d'urbanisme et c'est le temps pour les gens de soumettre comment ils voient la municipalité dans le futur. Il y a des gens qui sont propriétaires de terrain, ils ont des droits. Hein? Il y a des gens qui ont des droits. Les gens qui sont installés ici dans le passé, ils ont eu le bénéfice de s'installer selon les règlements d'urbanisme en vigueur. Les gens qui achètent des terrains, ben, ils ont également ces mêmes droits-là. C'est à la municipalité, à travers son règlement d'urbanisme, d'établir c'est quoi les droits et les balises de développement qui vont être utilisés à la municipalité. Donc, je pense que vous le savez, on a fait un règlement de contrôle intérimaire justement pour limiter le développement futur de la municipalité. Présentement, on double la superficie des lots. Si les consultations publiques disent d'autres choses, on prendra ça en bonne ligne. Mais ce qu'on voit également, c'est que les gens sont effectivement inquiets par l'augmentation de la population. Par contre, je ne pense pas que ça va être quelque chose qui va être à plus jamais l'augmentation de la population. Même à l'intérieur de notre première mouture de plan d'urbanisme, on a les projections d'augmentation de population d'ici à 2036. Et puis, ce n'est pas 85 maisons par année qui projettent à l'intérieur de Montréal. Mais le règlement d'urbanisme est vraiment l'outil qu'on va utiliser pour faire ça. Concernant votre deuxième question, il y a eu assez de demandes. Donc, on va ouvrir un registre pour demander s'il va y avoir un référendum sur le projet Aucan ou non. Et puis, ça va commencer à partir de la semaine prochaine, pendant 2 semaines. Les gens vont pouvoir signer s'ils veulent un référendum concernant le PCC-moi du projet Aucan. Et ça prend 102 signatures pour demander un référendum sur le PPC-moi. Vous dites que ça prend 102 signatures? 106, excusez-moi, pardon, 106. 106? Oui. Savez-vous ce que c'est aller récolter 106 signatures au mois de juillet? Au mois de la première chose, pendant les vacances. Également, à propos du plan d'urbanisme au mois de juillet et pendant l'été, c'est la chose la plus épouvantable que vous puissiez faire, reviser un plan d'urbanisme en plein été. Ça veut dire c'est garanti que ça va passer comme lettre à la poste, à peu près n'importe quoi. Ça ne s'appelle pas un plan de revision le mois de juillet. Là. Ça s'appelle faire passer quelque chose. C'est pas vrai. Mais 106 signatures, moi, je vous invite, premièrement, puis on a eu une bonne longue discussion là-dessus, hein, M. Saunier, sur le projet Aucan. Le projet Aucan, c'est très simple. C'est une vision d'une madame pour un secteur dans la municipalité que le conseil trouve est meilleur que le statu quo qui permet un développement résidentiel ordinaire présentement. Hein? C'est ça qu'on trouve. On ne comprend pas, honnêtement, l'opposition à ce projet-là. C'est vous qui menez l'opposition, c'est très clair. Là. Mais je pense que
on ne comprend pas votre motivation en arrière de ça. C'est ça qu'on ne comprend pas parce que c'est un projet qui est bon pour l'environnement, moins de coupe d'arbres, très intéressant. On ne demande pas le trafic plus que si c'était un développement résidentiel. Fait que vraiment, on ne comprend pas votre réticence au projet. Ce n'est pas un projet de la municipalité, c'est un projet de particulier. Oui. Mais nous autres, on le trouve intéressant. Oui, mais je vous donne peut-être des commentaires. C'était la première phase du projet, correct. On attire certaines personnes, on veut des balises de sécurité. Le fait de trouver un financement, nous autres, ce n'est pas une garantie suffisante. On parle, les gens de Blue Hills viennent de s'opposer, vous venez justement vous opposer d'un projet d'hôtellerie qu'on va considérer comme qu'on va considérer comme de la location à court terme parce que ça va augmenter l'achalandage. Nous autres, en haut de la rue Jackson, monter, descendre, la poussière sur la rue Urtubis. Je sais que vous avez un projet de pavage de la rue Urtubis, mais qui paye le projet de pavage? C'est les résidents de la rue Urtubis, pas les résidents plus loin, je pense, sur la rue sur la rue du Lac-Noiret. Donc, à ce moment-là, c'est relié au frontage, ce qui fait que certaines personnes qui, finalement, ont des terrains un peu plus grands, vont payer beaucoup plus cher. Et alors que moi, je me dis, peut-être que jusque chez Mme Sigouin, ça devrait être pavé, trouver une autre façon de distribuer des coûts. Alors, il y a toutes sortes de choses. La rue Jackson, je l'ai montée là, tantôt. C'est du sport. Également, ceux qui sont en face, il va y avoir l'éclairage le jour, le soir. Il y a l'éclairage. Il y a plusieurs activités. Donnons-nous des balises, donnons-nous une sécurité. Retardons les phases 2 et les phases 3. Donnez-nous le temps de nous adapter et ensuite, on peut voir qu'est-ce qui se passe. Tel que proposé pour attirer des sportifs, entièrement d'accord. Je me dis, ça, c'est bon. Mais sauf que les considérations financières des entreprises privées étant ce qu'elles sont, on devient, à un moment donné, on doit ouvrir à quelqu'un d'autre et au plus grand nombre possible. Alors, c'est surtout ça, notre position. C'est quelqu'un qui vit sur la rue Jackson et c'est quelqu'un qui vit. Je ne suis pas contre le projet. Je suis contre certaines nuisances qu'on va voir si elles sont gérables. Élargissez-nous la rue Jackson, faites des choses comme ça. Vous savez qu'elle n'est pas élargissable et autre chose comme ça. Et pavé chez Mme Sigouin, que Mme Sigouin assume le pavage jusqu'à sa rue, allez-y. Il y a quelqu'un en haut de la rue qui me préoccupe. Il dit accès Internet. Il dit, je vais perdre complètement mon accès Internet à moins que la fibre optique arrive. Sa business est gérée à partir d'Internet. Et ces logiciels sont sur le cloud. Donc, à ce moment-là, il doit avoir accès à temps complet dans un Internet valable. Alors, c'est la base de mes arguments d'opposition. Ce n'est pas des oppositions à un projet. On ne prend pas le lien avec Internet, ça n'a comme aucun rapport. Et puis, ça, c'est votre opinion. Puis, concernant le financement des compagnies, ce n'est pas l'affaire de la municipalité, comment sont financées les compagnies ou non. Nous autres, on gère les projets basés s'ils sont conformes à la réglementation ou non. Et si on n'est pas d'accord avec la réglementation, on propose des changements. C'est ce qui a été fait dans ce cas-ci. Nous, on trouve que c'est un projet intéressant au niveau de la ville. Il y a des gens qui trouvent peut-être que ça n'est pas un. Mais il faut toujours considérer les alternatives. Les alternatives, c'est des maisons unifamiliales avec un chemin ordinaire et puis beaucoup plus de déboisement, moins de conservation des sentiers. Donc, écoutez, nous autres, on est rendu là dans le processus. Le processus va continuer. Et ce que je comprends, c'est que je pense qu'il n'y a même pas de construction cette année parce que les délais ont été longs au niveau de l'approbation réglementaire chez nous et à la MRC. Donc, je pense que Mme Sigouin va retarder sa construction jusqu'à l'année prochaine. Mais nous, on continue les procédures. Ça a été très clair depuis le début. Puis, comme je vous dis, nous autres, on trouve que c'est un projet intéressant. Je trouve que ça peut être intéressant aussi, mais sauf qu'on parle de bed and breakfast. Excusez-moi, comment s'appellent les gens qui louent à court terme? Là? Les Airbnb. Les Airbnb. Il y en a justement dans le coin sur le lac Alpino. Il y a quelqu'un qui a un Airbnb, je ne sais pas si c'est autorisé, je ne pense pas. Il y en a sur Blue Hill qui sont autorisés, je ne pense pas. Il y a plusieurs Airbnb qui fonctionnent de cette façon-là. On parle de Airbnb, M. Saunier, qui sont dans des zones qui ne sont pas permises, on va les voir fermer. Alors, c'est pas c'est les gens de la place, c'est peut-être les citoyens qui ne sont pas au courant non plus. Je n'ai pas parlé de financement à date, c'est vous qui avez amené ça, on en avait parlé dans une conversation privée, là, possibilité de financement. Également, quand on prend des projets comme Invesco, mon dernier, quand on prend des gros projets, que ce soit Invesco ou des gros projets, je pense qu'on doit s'assurer d'une certaine, tout le monde parle d'Invesco, on doit s'assurer d'une certaine balise. C'est normal de s'intéresser d'où vient notre financement.
Est-ce que j'ai par exemple une cliente qui est juge, elle a téléphone à GRC pour savoir si le restaurant, à qui appartient le restaurant dans lequel elle va aller manger, de façon à pas s'engager, de ne pas avoir de pas s'engager, avoir une, excusez-moi, j'oublie le nom. Cependant, je pense que pour une ville, quand on s'engage avec un très gros promoteur, on doit vérifier ses assises, on téléphone l'autorité des marchés financiers, on regarde à qui on a affaire, et c'est à ce moment-là, si tout est beau, c'est beau. Mais c'est une garantie qu'on ne donnera pas un pouvoir à une machine épouvantable telle qu'on fait, parce que ce qui s'est passé avec Invesco, la capacité d'acquérir des terrains, d'où que vienne l'argent, à ce moment-là, ça crée un certain monopole. Le monopole, la capacité financière d'offrir des terrains, de construire des rues, personne ne les a individuellement, même les promoteurs réguliers. Donc, à ce moment-là, ça a amené un changement incroyable dans la municipalité. Excusez-moi, je finis. Ça a amené un changement incroyable à la municipalité. Et c'est des choses comme ça que le conseil aurait dû vérifier pour vérifier qui on enrichit. Je vous remercie, je vous laisse parler. M. Soignier, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, le conseil n'a pas les pouvoirs de faire des vérifications financières sur les compagnies. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle au niveau du conseil municipal, c'est de faire application des règlements municipaux. C'est ce qu'on fait. Je pense que vous avez le droit, comme citoyen, d'émettre votre opinion sur le règlement d'urbanisme. Je présume que vous allez le faire au courant de l'été, on espère. Et puis, ça va durer longtemps, les consultations publiques. Là. On va laisser le temps que ça prend pour faire les règlements comme il faut. Et puis, je pense que les gens auront toutes les opportunités pour faire valoir leur point de vue. Donc, comme je vous ai dit, on continue avec le processus pour le PCC moi du projet au camp. Et puis, on verra la suite des choses. On va aller le prochain sur la liste, c'est M. Ian Kelly. Ben, moi, j'étais là pour écouter, mais puisque je suis encore là, j'ai souvent affaire aux gens des loisirs et donc je leur ai signalé mes inquiétudes par rapport au parc Basler et l'état des lieux, parce que c'est un lieu très achalandé depuis au moins 1 an et demi. Puis le peu de gazon, le peu de verdure qui reste est dans un état. En fait, moi, je m'inquiète un peu pour toutes les activités-là de cet été, notamment le festival dont je suis le principal organisateur. Et donc, mais bon, j'en ai parlé, j'ose espérer que les choses vont bouger un peu, sinon on va avoir un festival, il va falloir changer de thème, on va être dans le désert Basler et manger du sable. Mais sinon, j'ajouterais que je suis content de la préoccupation de conserver le statut de bilinguisme, qui est vraiment une des raisons pour laquelle moi, je suis venu m'installer à Morin Heights, entre autres. Et j'espère qu'au lieu de mesurer le pourcentage d'anglophones, bientôt, on pourra dire on est 100% bilingue à Morin Heights, mais ça, c'est peut-être utopique de rêver comme ça. Mais voilà, je pense merci. que c'est utopique, c'est vraiment intéressant. Là, puis on espère la même chose. Bonne soirée. Puis on va s'occuper de quelque chose pour le gazon avant le festival. M. Kelly, soyez-en sûrs. On va s'en occuper. C'est bon? Le prochain, c'est M. Bouillon. Un petit peu. Oui. Bonsoir, Jean du conseil municipal. Oui, moi, je me demandais, là, j'écoute tous les commentaires, évidemment, autour de la table. Évidemment, Morin Heights est victime de son succès. Oui, effectivement, il y a des gros développeurs immobiliers. Des fois, c'est bon, des fois, c'est moins bon, mais enfin, c'est un peu préoccupant quand même. Toujours est-il, moi, ma suggestion que j'avais déjà faite, y aurait-il moyen sur le site Web d'avoir une section qui soit une espèce d'historique des documents qui sont ajoutés et enlevés du site Web pour qu'on puisse faire un suivi des activités de la municipalité, finalement. Je pense que ça donnerait beaucoup plus de transparence, M. Watchorn, aux activités du conseil municipal. Là, il faut toujours aller, avis public d'un bord, regarder qu'est-ce qui s'est rajouté. Il n'y a même pas de date sur le dépôt des avis publics. Fait qu'il faut toujours vérifier qu'est-ce qui a été rajouté, comme par exemple les demandes de dérogation, ces choses-là. Alors, il me semble que ce serait utile d'avoir un
un historique des mises à jour, une espèce de logbook, comme on dit sur le site Web. Voilà, puis bravo pour avoir ajouté, entre autres, le projet de la station-service SO. Moi aussi, j'entendais des rumeurs d'un Tim Hortons puis d'un Lavoto. Ça me désolait beaucoup. Alors, c'est un exemple, je trouve, de transparence intéressante que le plan a été déposé, puis finalement, ça a suscité beaucoup moins de questions, puis même, je pense, de l'approbation de la part des résidents. Voilà, j'ai dit. C'est parfait, M. Bouillon, merci beaucoup. Prochain, c'est Lena Measures. You have to open your microphone. Okay. Yes, good evening, everyone. I have to agree completely with Gilles Saunier. And before I go to my own questions, I think the council needs to think of the consequences of their actions. Just as an example, Mont Tremblant has developed their hill, and that has been an attraction for skiers. And just look at all the development that's happened around that. It's an attraction. And so, you know, when you approve a project, you have to think of the consequences down the road. Someone informed me that Invesco has purchased 1,000 acres in Wentworth North. That's not that far from the area in question. So that whole area is going to explode with development. People are going to be attracted to the Oak Camp project, which is understandable. And then they may want to live there. So there's going to be future development. So I think you just need to be aware of the consequences. Specifically, I'd like to ask about the acquisitions of the lots around Peter Lake. I can understand why you purchased 651 as well as 649, but why did you purchase the lake and the access trail? The access trails to get to the dam, if I'm not mistaken? Yeah. 651 is the dam itself, Yeah. or the land that it's standing on. Yeah. 649 is actually in two parts. One part runs along the road where we've been planting some trees, and then the other part is actually the entrance towards the dam. Okay. That seems logic to purchase that. I guess you didn't actually purchase it. It was probably given to you by Revenue Quebec, right? Right. Because we were offered that for $1, but We can sell it back to you if you want. yeah, but the other ones, 661 is the lake itself. Yeah. And 656 is the access trail to the lake. Now, residents have legal access to that. So my question is the municipality, because you now own that, are you legally responsible for those lots, their maintenance, and are you providing insurance in case of liability? The lots all belong to Finance Quebec. Yes. So they asked that to transfer all the lots for us to be able to get the work done in the dam. Okay, but are you going to be providing insurance for liability? No. Are you going to maintain the access trail? No. Is it going to become a public beach? No. Is the land going to go back to the Minister of Finance once he finished the work? No. Is that clear? And you've promised to put in a dry hydrant for fire purposes, which originally allowed you to purchase the dam? Is that still going to go ahead? Yes. Okay. After the dam work is done, yes. Okay. And the actual plans by SEMA Plus, are we going to get a chance to see that before it goes ahead? You don't have a copy of the plans? I think you do. Yes, but we requested that the threshold on the dam be raised 3 inches. Yeah. So I want to make sure that that's actually going to be done. So it would be nice to see the final plans. Before we go to tenders, we'll be sitting down and looking at the plans together. Sorry? Before we go to tenders. Yes. We'll sit down together and we'll look at the plans. Okay. All right. And you and the rest of the people on the committee. Okay. Right. I'd like to compliment Mr. Detil on getting the dog park through, because I noticed that Piedmont got a grant to put in a dog park and do other work in Piedmont.
When is that park, the dog park, going to be ready? I presume you have to put up fencing? Yeah, the first thing we have to do is buy the lot. So that was step number one. Once all the notary stuff is done, we're hoping to get some action in there with the fence and all the other stuff that has to be done before, I'm giving myself a little bit of time here, before the end of August. Okay. There's gonna be a period of time when the dog park is probably not gonna be accessible in the fall because you have to use the same access road as the services that are gonna be put in for Habitat Warren Heights. It's the same access road. So when the work is being done for the services in Habitat Warren Heights, we're gonna have to close the dog park temporarily. Okay, and as for the questions that Mr. Filatro mentioned, perhaps Mr. Dutil can recall, we submitted a description of suggested regulations for such a dog park, such that people can pick up after your dogs, etc. That all dogs should be vaccinated. Aggressive dogs should not be allowed in there, etc., etc. Exactly right. We're going to integrate all those recommendations into the dog park. Okay. Function. Your last information, Morin Heights, indicated that the urbanism plan would be available by now. Yeah. I agree with Gilles that that's bad timing to release this so late. How long is the consultation period going to be? Council has to determine what the consultation period is going to be. I think we're going to make it longer than not longer. If it has to go into September, well, the adoption of the plan will be late. It'll be after the elections. But I think we got to start talking about this now. We're going to make sure that everybody has a chance to weigh in on this for sure. But the reason that, when we write those things for Info Warren Heights, my deadline is like 2 months ahead of time. So I got to try and figure out exactly what's going to happen at the date when it comes out. So by the time we get all the text translated and everything, there's a long lead time. So it was supposed to be out because you said it was presented to council at the end of April. Excuse me, may I say a few words here? What we've been trying to do for the last, well, I guess about a year, we've been working on this. We've been listening to council, people in the community. We've been looking at it ourselves. It's taking time to develop, and we're trying to do it slowly and do it right. And we're a little late, and that's just too bad. It's better to be late than never. And it's also much more important to think about it and try and come up with something that makes a whole lot of sense to everybody than rush it through because of some little delay that looks as if, we're not following the rules. We're taking our time and we're trying to do it properly. But the reason and everybody will have a chance to say something about it. Well, I just want to be sure that we have a lot of time to look at it, and it's bad timing that it's being released well, it's not, on people's vacation time. It's not bad timing. What's bad timing has got nothing to do with it. You know what we're trying to do here, and everybody's been saying it. Jill's talked about it. I've talked about it. All kinds of people in this municipality have talked about it at these meetings and social media all over the time. Noise, traffic, development. Those are the three items that are foremost in most people's minds. And what we've been trying to do for the last while is to figure out ways to try and ameliorate that situation so it is not going to continue in this hell bent for leather apparently situation. So if it takes us, as the mayor has said, if it takes us a year to do this, we're going to do it right. We're not going to do it fast. We're going to do it so that everybody comes along and says, yeah, we all believe that that's a good idea and we're willing to work with that. Okay, and I can give you, I could give you lots of examples of things that I don't think have been done right around here, but we're hoping to fix that. Okay, just to answer your question, Dr. Richards, of why the dates don't match with Info Warren Heights, we thought the consultants would have been finished faster, but again, they were very thorough also. So we got the document last week. So we're starting to look at it. And like I said, we're trying to work as a council as fast as possible to get it to the population. But we're trying to eliminate all the mistakes at the same time and stuff so that we don't have 1,000 questions and 1,000 corrections before we get it to the public. So yes, we are going to take our time to make sure the consultations are well done. If it has to go into September, it will.
or even the beginning of October, but we all know there's elections, so it might have to be suspended for the time of the election. We're gonna take the time it takes to make a good bylaw, because as we said, it is the basis for development in mind. Okay, well, I appreciate that you're taking time to make sure you've got it right. I'm anxious to submit my own comments at some point. But in the meantime, development is still going on. And one thing that I could suggest right off the bat is, with all these large developments, why should they be allowed to construct another development if there's still lots on the first development that have not been sold yet? One regulation could be that all lots must be sold before they start another development. Right, well, that's something to consider for the future bylaw, because it doesn't exist in the existing bylaw. Yeah, because up here on Blue Mills, on Blue Hills, you got the Sous le Bois, Panorama, and Blue Ridge, and I go up there regularly just to take a look, and there's nothing else being built there. There's about 3 or 4 houses on each of those developments, and the other ones, people have either not bought them or they're not building. I don't know what the problem is. I think most people will be happy with that. Yeah. Well, but I mean, there's nothing being built. Yeah, but the point is, if they've got those lots available, then a promoter should not start building a huge development at I don't know, Lac Hendricks or someplace else until those lots have sold. Well, that's something we'll consider for our future bylaw. Okay. Have you considered the incentive for the charging station that I mentioned at the last meeting? Yes, that's something we're looking at, and I think it's a very interesting proposition. Okay, because PMA's done that $100 incentive. Yeah. No, I think it's a good idea, and I think it'll help in the transition towards electric vehicles. So that's definitely something council is going to look at. It wasn't in the budget for 2021, but it's something the future council will have to look at for the budget 2023. Okay, because I noticed in your info bulletin you purchased a hybrid vehicle, a Mitsubishi Outlander. We did, yeah. That's exactly what I just purchased. Does yours have heating in the winter? Is it going good? We've had extreme trouble with the heat in the winter, so I hope you don't have the same problem. Well, I just got mine in April, so I haven't tried it in the wintertime, but I expect there'll be problems with the battery in the wintertime. That's logical. Well, we were thinking of buying a wood stove and putting a chimney through the roof. Also, Mr. Lepine mentioned at the last meeting that in 10 days, the environmental transition and policy would be available. Yes, I just wrote my text last week, so it should be available within the next week. This is my fault. I was supposed to put the moods mine way before, and it took me a long time. So it's done now, so it's in the process of being put together, and it should be available soon. So that'll be on the website then? Yeah. Okay, so. Okay, and one thing I heard, there was a request for signatures to call a referendum on the OCamp project. Yes. What happened with that? The request, there was enough signatures to ask for the referendum. So there will be a referendum? No, there will be a register to see if there will be a referendum or not. Oh, okay. Okay, if you have 5 or 6 more, I think we should meet tomorrow, because I think some other people might have just one important thing is, without mentioning any names, has the issue concerning the rental units on our road been resolved? Has been resolved? No. I know the urbanism department is working on it. So if we have any developments, we'll get back to you. Okay, good. All right. Thank you very much. Thank you. I can keep going down. Louise Roy. Madame Roy? Faut allumer votre micro si vous voulez poser une question. Une fois, 2 fois, 3 fois, suivant. Going once, going twice. Revenez à la fin si jamais ça marche, Madame Roy. On va aller à Madame Valiquette. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Merci pour les bollards sur le chemin du village, devant la garderie, devant le Mickey's. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ignoraient que c'est 30 km dans cette zone.
là, c'est plus difficile d'ignorer que c'est 30 km quand c'est écrit. Ouais. Par contre, les lignes n'ont pas été faites, mais vous avez quand même posé les bollards. Ça, c'est le ministère des Transports qui fait les lignes, puis on ne voulait pas attendre au mois de décembre. C'est ça. Je pense que vous avez bien fait. Effectivement, ils sont lents. Puis leurs lignes ne durent pas longtemps. Ben, c'est ça. Moi, j'avais des questions sur l'arrosage, mais j'ai eu le temps de trouver ma réponse sur Internet. Quand vous dites que les feux à ciel ouvert sont interdits, je voulais savoir, dans un en-feu avec par étincelle, j'imagine qu'on peut quand même faire un feu à la maison. Oui. OK. Oui, c'est le seul feu qui est autorisé présentement. C'est ça. Puis les feux d'artifice sont interdits, j'imagine? Oui, à part des nôtres, le 1er juillet. Oui, OK. C'est parce que j'ai entendu des feux, là, puis c'était illégal, donc je me demandais. OK, merci. Merci pour votre travail. J'ai peut-être une petite nouvelle que j'aimerais annoncer aussi pour le ministère des Transports. Là. Ils sont en appel d'offres pour le pavage de la route 329 entre Blue Hills et le centre du village. Donc, ils respectent leur engagement de repaver ce secteur de chemin-là qui en a grandement de besoin. Donc, c'est une bonne chose. On va aller. Ça fait longtemps que c'est dur. Encore. MJ. C'est Michael Jackson, ça? C'est ça. On va aller à MJ. MJ, do you have a question? Est-ce que vous avez une question? MJ? Il faut démuter votre micro si vous avez une question. Going once, going twice. On va aller à Q6. Bonjour Q6, est-ce que vous avez une question? Il faut démuter votre micro si vous avez une question. Non? Ça va? Valérie Bougie, mais ça c'était Craig, on peut essayer. Yeah. Mr. McVeigh, Hello. you have a question? No, actually, you mentioned that it's going to be the council meetings. It's the last one on Zoom, but will it still be possible to watch it? Yes. If we don't. Facebook Live, yeah. Okay, good, cool, good. All right, thanks. Hello! Madame Sigouin. On va aller à Isabelle Sigouin. Oui, bonjour. Hello! Je m'excuse, j'ai manqué des bouts. J'étais en voiture tantôt, puis j'avais de l'Internet intermittent. Donc, c'est pour ça que j'ai levé ma main pour. Je pensais que j'avais peut-être manqué mon tour. J'ai quand même entendu les questionnements de M. Saunier qui a beaucoup de questions par rapport à notre projet. Donc, on essaye d'y répondre. On l'a invité à venir nous rencontrer. Mais pour le projet au camp. Donc, ce qu'on a fait, on a créé un beau site web. Je pense qu'on a mis beaucoup d'informations. Hier, on a ajouté un plan du terrain, du lot qu'on souhaite développer. Il n'est pas encore très clair. Il faut qu'on travaille avec la résolution que ça donne là, sur l'ordinateur, mais on veut être transparent là-dedans. On veut montrer que notre projet a comme objectif de préserver au moins 80, on espère 85% de la forêt. Donc, on invite tout le monde à aller le voir. Pour ce qui est donc, c'est le site web, c'est ocamp.ca. Donc, c'est ocamp.ca. Tantôt, vous avez dit O espace, mais c'est tout ensemble, ocamp.ca. Donc, vu que c'est un nouveau site web, quand on fait juste mettre dans le moteur de recherche Google Ocamp Morinite, ça ne sort pas encore parce qu'il n'y a pas encore assez de circulation, de visibilité. J'aimerais spécifier qu'on a fait des consultations publiques en décembre, puis le projet, il a vraiment très peu changé. C'est minime là, ce qui a changé depuis ce temps-là. Donc, quand on s'acharne à dire il y a des phases, il va y avoir d'autres phases, phase 1, phase 2, phase 3, c'est le même projet qui a été séparé en morceaux par étapes de construction. C'est une façon de parler, de présenter le projet, mais c'est le même projet qui a été présenté en décembre qu'on a sur la table présentement. Pour ce qui est du pavage sur notre chemin, Urtubise, sur la montée Urtubise, moi j'habite là présentement, là, donc la première qui a intérêt à ne pas avoir une grande circulation au périmètre de notre projet,
c'est nous, notre chemin d'accès, on a décidé de l'avoir public, de ne pas l'avoir public, de l'avoir privé pour pouvoir le garder étroit et limiter la limite de vitesse. Donc, quand on tourne sur Urtubise et on tourne sur l'entrée du chemin privé, on a à peine 200 mètres pour accélérer. Donc, c'est pas moi sur montée Urtubise qui accélère, c'est les gens qui prennent leur élan pour monter la côte. Nous, on est en bas de la côte. Donc, on va voir si le pavage a lieu ou il n'y a pas lieu, mais le développement présentement, l'asphalte est vraiment nécessaire pour les gens qui ont des petites voitures qui doivent se rendre en haut de la côte et qui doivent, à cette heure, prendre le chemin du lac Pelletier pour se rendre à Wentworth. Donc, c'est certain que si ça va de l'avant, ben, tant mieux. Si ça ne va pas de l'avant, ben, c'est pas moi qui va s'en plaindre parce que nous, on n'a même pas le temps d'accélérer sur la montée Urtubise avant de tourner sur notre chemin privé. Donc, moi, je suis extrêmement enthousiaste par rapport au projet qu'on fait. On pense qu'on a un projet respectueux. On invite tous les gens qui ont des questions à venir nous rencontrer. On va être disponible en fin de semaine. On a fait une tentative de faire une genre de porte ouverte il y a 2 semaines. On n'a pas eu aucun visiteur. On a eu un visiteur, un voisin, mais c'était un voisin enthousiaste et non un voisin non enthousiaste. Là, mais on va l'annoncer sur le Facebook là, si des invitations pour se prononcer pour le référendum ont lieu. Là, on va essayer de diriger les gens qui ont des questions vers notre site web et de nous contacter par courriel ou de venir nous visiter. Donc, merci pour votre support, pour vos appuis aux gens de la municipalité et du CCU. Donc, on continue et puis on veut faire vraiment un projet qui va être respectueux des voisins. C'est bien entendu, Mme Dubois, puis on continue à trouver que votre projet est très intéressant pour le secteur. Merci de l'effort. On va aller à M. Tardif qui attend patiemment depuis 7 heures pour poser sa question. Bonjour. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. We're listening. Moi, j'aurais une couple de questions. Le projet au camp, que Madame vient de parler si abondamment, quel genre d'aqueduc qu'ils vont avoir? Aucun, c'est un plus privé. Privé? Oui. La ville n'aura rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Parfait. Numéro 2, serait-il possible d'avoir vous appelez ça, moi j'appelle ça les petits bonhommes, vous avez mis sur la rue Christiville, d'en avoir sur le chemin du lac Éco entre M. Coutu à aller jusqu'à l'entrée du village. Ça roule en fou, ça n'a pas d'allure. Là, on a installé un stop pas loin de chez vous. J'espère que oui, au coin de chez nous. Au coin de chez nous. Un peu, là. Ouais. Mais ceux qui le font, monsieur le curé, ils le font pas tout. Ben, si c'est le cas, on va envoyer la police pour les arrêter, mais on regardera ça pour les voleurs. C'est sûr qu'on n'a pas prévu à en mettre sur le lac Éco pour cette année, là. Mais on va regarder ça. Quitte à faire une analyse de trafic pour voir les tests réels qui sont dans ce secteur. Ça roule. Vous allez voir que ça roule. Parfait. Un autre, c'est un commentaire, puis je ne voudrais pas passer pour être sexiste. Je suis marié avec la même femme depuis 50 ans cet été. Attention à ce que vous dites, M. Tardif, c'est public et envoyé sur Facebook Live, ce que vous allez dire. Non, mais c'est juste un commentaire. J'ai écouté attentivement tout à l'heure tous les postes que vous avez ouverts. J'ai remarqué, à part des pompiers, c'était tous des postes ouverts de 5 des femmes. Il n'y a pas d'hommes qui... On ne peut pas avoir une certaine parité là-dedans. Tout le monde parle de parité. Notre Justin Tintin, il nous parle de ça. Écoute, nous autres, on prend le candidat qui est le meilleur pour le poste. Qu'il soit femme, homme, n'importe quelle couleur, n'importe quelle religion. Nous autres, c'est le meilleur candidat pour le poste. Qui va l'avoir? Il n'y a pas de question à part des qualifications du candidat. C'est un commentaire que je faisais. J'émettais mon opinion. On a bien compris. Autre chose, monsieur le maire, la question du stop au coin de Saint-Serpent, lac Éco. Oui. Il aurait peut-être été utile d'en mettre un au coin de Christiville et lac Éco. Ouais. Quand tu descends de la côte. Oui, mais le problème, c'est l'hiver. Si on essaie de mettre un stop là, les gens ils vont passer droite, là, puis ça va être dangereux. Là. OK. C'est pour ça qu'on n'a pas mis à ce coin-là. OK.
une dernière suggestion. Serait-il possible? Je vous ai déjà entendu dire lors d'un meeting qu'on a eu il y a quelques années, limiter les questions à 3 minutes. OK, Non, next, ça fait 4 minutes. Là. Je n'ai pas passé, je t'en cause. Je l'ai timé. Et normalement, M. Tardif, on essaie de laisser les gens parler. Quand on a les réunions live, ce qu'on fait, c'est qu'on limite à 2 questions, puis après ça, les gens ils viennent me voir après. En Zoom, c'est très difficile d'essayer de faire ça, parce que vous êtes loin. Je pense qu'à partir du mois prochain, ça va se replacer. On va utiliser la méthode normale qu'on avait avant, 2 questions, et suite à ça, bien, les gens, s'ils ont d'autres choses, ils restent à la fin de la réunion du conseil, puis ils peuvent jaser avec les conseillers, ou moi-même, ou le directeur général. Et on essaie toujours de répondre le plus possible aux questions. Présentement, écoute, la réunion, ça fait juste 2 heures qui roulent. Je connais les municipalités que ça en prend 4-5. Nous autres, à date, c'est pas si pire. On essaie de répondre à tout. On essaie de. Mais effectivement, il y en a qui prennent un petit peu plus de temps que d'autres. On pourrait peut-être, si jamais on est obligé de faire Zoom dans le futur, faire plus de rotation. Tu sais, mettons, une question chaque et on recommence. Là, mais c'est une méchante gestion pour ma pauvre Louise qui est ici, qui joue avec les micros. C'est assez compliqué. Non, mais on est conscient de ça. Parce que moi, mon nom commence par un T, puis toujours à la fin. Écoute, moi, c'est le meilleur. Moi, c'est W. Quand j'étais à l'école, j'étais toujours dernier. Anyways, on va être en direct le prochain meeting. Oui, et je serai présent. Merci. Ça va être le fun de se voir après. Ouais. Vraiment drôle. M. Brown, ça fait longtemps qu'il a la main levée. On va lui laisser le mot de la fin. Oui. It's going to be really quick. OCamp, my understanding of the frustration of people is that the information came out piece by piece. And it seems like Madame Sigouin has been changing things as she goes along, but she hasn't been. That's right. I mean, her presentation of December was very clear and quite exhaustive. Yeah. It didn't get around to everyone. Yeah. Done on that. Invesco, people, please. It's really frustrating because you guys must know when I have a question, I'm going to ask it. And sometimes they're not the easiest questions in the world. And I sat down with Mathieu Jules and I asked him every single question that has been referred to me by people who assume what the answer is. So Jules he told me today, he says, you know what? Go on the Morin Heights site and go on the I Spotted site and let them know I would like access to answer people's questions. Because when he asked an employee to get on those sites, it wasn't allowed. So he's willing to answer them all himself. That's fine. Where did your money come from? Where do you do this? Where do you do that? I asked him all of that stuff. Done on that one. Lake Peter, if you acquired land in the name of Morin Heights, it will become public land, correct? Yes. Is that not the passage for any citizen in Canada to access Lake Peter by that piece of public land? No, because the municipality can say there is no passage on that land to access the pier. You can check it out, Mr. Brown. That's fine, and you can get back to us. I also want to answer a question that I didn't have time to answer you this week. I got the answer back from the engineer concerning the level of consequence for the dam, and I'm going to send you a tableau with his reasoning this week. Okay. Donc, Monsieur le maire. Oui, présent. Est-ce que vous proposez la levée de l'Assemblée? Oui, je propose la levée de l'Assemblée. Je dis bonsoir à tout le monde. Merci. Bonsoir, mais- Thank you very much. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye-bye.